Bonsoir patron, je suis venu avec un mystère dans la tête et un GGL bien froid. Bonsoir Camille, je t'écoute avec attention et je te sers un verre bien rempli. On m'a parlé d'un immense parasol pour la Terre, et je me demande si c'est une blague ou une piste sérieuse. On appelle cela la géo-ingénierie solaire et l'idée générale est de renvoyer un peu plus de lumière vers l'espace. Comment peut-on renvoyer de la lumière sans mettre une toile géante dans le ciel, patron? Il existe plusieurs méthodes possibles et la plus discutée consiste à ajouter des particules très haut dans l'atmosphère. Tu parles de la partie froide, où volent les avions, ou d'une couche encore plus haute? Je parle de la stratosphère qui se trouve au-dessus de la zone où naissent la plupart des nuages. Et ces particules agiraient comme de la poussière qui renvoie une partie du soleil? Oui, elles diffusent la lumière et elles peuvent faire baisser un peu la température moyenne. Cela me rappelle un documentaire sur un grand volcan qui avait rafraîchi le climat pendant un moment. C'est une comparaison parlante car certaines éruptions ont déjà montré cet effet de refroidissement temporaire. Donc l'idée serait de copier la nature mais de manière contrôlée et graduelle. Voilà l'ambition et le défi car contrôler la quantité et la répartition est très délicat. Je sens déjà les questions de sécurité et de justice qui s'invitent au bar, sans frapper. Elle s'invite toujours quand un outil peut agir vite sur quelque chose d'aussi global. Tu as parlé de plusieurs méthodes, alors qu'y a-t-il d'autre que ces particules? Il y a une piste qui cherche à rendre certains nuages marins un peu plus réfléchissants. Cela veut dire que l'on pulvérise de fines gouttes d'eau de mer pour épaissir les nuages? L'idée est d'ensemencer l'air avec des noyaux de sel qui aident des gouttelettes à se former. Ce serait plutôt local et temporaire par rapport à la stratosphère. Oui, on parle ici d'effets régionaux et d'opérations qui doivent être arrêtées ou déplacées selon les saisons. Et en quoi cela se distingue des techniques qui retirent le dioxyde de carbone? Modifier la lumière refroidie sans retirer la cause profonde alors que retirer le carbone s'attaque à la racine. Donc l'une agit vite, mais ne corrige pas l'acidification des océans et l'autre agit lentement, mais soigne le fond. Tu résumes très bien la différence entre soulagement rapide et traitement de long terme. J'aimerais comprendre ce qui peut mal tourner avec la lumière et les particules. Les pluies peuvent changer selon les régions et les saisons et cela touche les récoltes et les rivières. Cela me fait peur car une petite variation suffit parfois à renverser une année pour des familles entières. Il faut aussi parler de la chimie de l'ozone car la stratosphère n'est pas un endroit neutre. Donc modifier la lumière pourrait toucher la couche qui nous protège des rayons intenses. Les risques existent et les incertitudes sont encore réelles et c'est pour cela que la prudence est centrale. Je me demande qui a le droit de décider d'allumer ou d'éteindre un tel bouton. La gouvernance est le cœur de la conversation et elle est encore en construction. Existe-t-il des principes simples que tout le monde peut partager? Il y a des principes qui insistent sur la transparence, l'intérêt public et la participation ouverte. Je suppose que la mer a aussi ses règles quand on veut y faire des expériences. Oui, il existe des accords qui encadrent ce que l'on peut faire en mer pour protéger les écosystèmes. J'aime l'idée que la recherche doit être ouverte et contrôlée, et que le déploiement n'est pas la même chose. Cette distinction entre étudier et se lancer à grande échelle est vitale pour ne pas brûler les étapes. Si on touche à la lumière, et que l'on réduit la chaleur, j'imagine que le jour où l'on arrête tout peut être dangereux. On appelle cela le choc d'arrêt et il peut provoquer un rebond rapide de température si la dépendance est forte. Cela veut dire que démarrer sans plan de sortie serait imprudent et même injuste. Il faut une stratégie de sortie et un lien solide avec la baisse réelle des émissions. Comment expliquer cela à ma cousine qui ne suit pas la science et qui veut juste savoir si elle doit s'inquiéter? Je lui dirai que le premier devoir reste de réduire les émissions et que ces idées sont des filets de secours discutés avec prudence. Je sens que la tentation du raccourci pourrait faire oublier la réduction et la sobriété. C'est le risque de l'effet d'aubaine où l'on repousse les efforts en croyant qu'un ongle suffit. On peut parler de l'argent car tout finit souvent par passer par la caisse. Les coûts estimés pour certaines méthodes semblent modestes à l'échelle mondiale mais le prix politique est élevé.
Modeste en argent peut vouloir dire immense en responsabilité et en coordination. Ta phrase dit l'essentiel et tu peux y ajouter la surveillance et la réparation en cas de dommage. Qui surveille les effets quand le ciel devient un espace d'action technologique? Il faut des mesures continues, des données ouvertes et des audits indépendants pour garder la confiance. Je me demande comment on mesure l'utile et le nocif dans une expérience qui touche le climat. On pose des indicateurs avant de commencer et l'on fixe les seuils qui doivent déclencher l'arrêt. Cela ressemble à une salle d'opération avec un tableau qui surveille le cœur et la respiration. La métaphore est juste car on touche à des fonctions vitales et l'éthique doit rester aux commandes. Revenons aux nuages marins car j'aime les ports et les phares et je vois bien la scène. Certains projets veulent protéger des zones vulnérables en gagnant du temps pendant les périodes critiques. Gagner du temps peut sauver des vies humaines et non humaines et j'aime cette idée concrète et humble. Cette approche locale permet d'apprendre sans prétendre piloter la planète entière. On n'achète pas un globe terrestre pour en faire un jouet car la Terre n'est pas un jouet. Nous partageons la même prudence et c'est une bonne base pour un débat public apaisé. Disons que je veux expliquer en une phrase la différence entre refroidir vite et réparer le fond. Refroidir vite agit sur la lumière alors que réparer le fond retire des gaz pour stabiliser le climat à long terme. Cette phrase me plaît et je vais la noter dans ma mémoire de bar. Je peux t'offrir une autre phrase qui tient bien debout si tu veux. Je veux bien une seconde phrase tant que je garde mon ginger à l'eau frais. Refroidir n'est pas décarboné et l'un ne remplace pas l'autre. Je sens que cette ligne peut devenir un refrain dans l'émission et dans ma tête. Un refrain simple aide le public à garder le cap quand les détails deviennent denses. Parlons de la justice car je ne veux pas que certains gagnent et que d'autres paient le prix. La justice climatique demande de ne pas déplacer les risques vers les plus fragiles et de partager les décisions. Cela veut dire consulter ceux qui dépendent de la pluie et des saisons avant d'agir. Oui, cela veut dire écouter les voix locales et les savoirs qui vivent de la terre et de la mer. Je veux aussi savoir qui assume si une récolte échoue après une action au large. Il faut des mécanismes de responsabilité et des fonds de réparation pour ne pas laisser les gens seuls. Je te suis, et je voudrais une histoire qui parle au cœur de ma tante qui n'aime pas les grands mots. Imagine une ville côtière qui protège ses coraux le temps qu'un été passe plus calmement. Tu veux dire qu'on peut bâtir des solutions qui donnent des saisons de répit sans promettre la lune? Exactement, et l'honnêteté sur les limites est une forme de respect pour le public. J'aime ce ton car il rassure sans vendre du miracle. Le miracle est un mot pour la poésie et non pour l'ingénierie du climat. Parle-moi de la mesure car je ne crois qu'à ce que l'on peut vérifier sans détour. On parle de MRV qui veut dire mesurer, rapporter et vérifier avec des outils transparents. Cela sonne sérieuse, et je me dis qu'un crédit ne vaut que s'il repose sur une mesure solide. Sans mesure solide, un crédit n'est qu'une promesse floue qui peut tromper la confiance. Tu sembles dire que la rigueur protège aussi les entreprises honnêtes. La rigueur protège les gens sérieux et elle évite que quelques aventuriers ne salissent tout un domaine. Il y a un mot que j'entends souvent et que je veux apprivoiser qui est le mot albédo. L'albédo décrit la part de lumière renvoyée et, plus il est élevé, moins le monde se réchauffe vite. Je peux visualiser cela avec une ville blanche qui renvoie la lumière du midi. L'image est bonne et elle te permet de traduire une notion en sensation. Si, je résume notre soirée, nous avons un trousseau de clés avec des clés rapides et des clés profondes. Les clés rapides agissent sur la lumière et les clés profondes retirent le carbone en visant la stabilité durable. Les clés rapides demandent des gardiens très vigilants, car elles peuvent aussi dérégler la pluie. Les clés profondes demandent de la patience et des investissements massifs, mais elles traitent la course. Je me demande quel est le rôle de l'imagination publique dans ces sujets. L'imagination sert à poser les limites morales et à choisir ce qui est acceptable pour une société. Est-ce que l'école devrait enseigner ces bases sans effrayer les enfants? L'école peut expliquer les principes et montrer que prudence et curiosité peuvent vivre ensemble. Je suis curieuse de connaître un exemple de scénario mal conçu pour éviter l'erreur.
Un scénario mal conçu promet trop vite et néglige la sortie et la surveillance indépendante. Et un bon scénario pose des feux rouges clairs avant même de tourner la clé. Un bon scénario pose aussi des portes de sortie et une gouvernance ouverte. Tu alternes souvent entre science, droit et éthique avec une grande douceur. J'essaie de garder la main légère car le public arrive avec des questions simples et légitimes. Je voudrais que tu m'expliques comment un pays pourrait agir sans les autres, et quels problèmes cela pose. Agir seul créerait des tensions car le climat traverse toutes les frontières et les effets se propagent loin. Cette idée suffit à me rappeler la valeur du dialogue entre peuples. Le dialogue ne garantit pas tout mais il réduit le risque d'erreurs irréparables. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit que c'est trop tard et qu'il faut tout essayer? On répond qu'il faut tout faire bien et que la précipitation peut aggraver ce que l'on veut réparer. Je veux garder vivante la nuance qui sépare vitesse et précipitation. La vitesse demande des garde-fous et la précipitation les ignore. Tu as évoqué les données ouvertes, et je voudrais savoir pourquoi c'est si crucial. Les données ouvertes permettent aux chercheurs du monde entier de vérifier et d'alerter en cas d'effet imprévu. Cela donne du pouvoir aux observateurs extérieurs qui ne dépendent pas de l'opérateur. Oui, cela crée une communauté de vigilance qui dépasse les intérêts locaux. Une autre question me trotte, qui est la place des peuples autochtones dans ces décisions. Leur voix compte car ils portent des savoirs situés et ils vivent des relations directes avec les cycles naturels. Je voudrais pouvoir expliquer tout cela à un adolescent en 4 phrases. Dit que nous devons d'abord réduire les émissions, ensuite chercher des moyens de retirer le carbone, puis étudier prudemment les techniques sur la lumière, enfin décider ensemble avec des règles claires. Ces 4 phrases me plaisent, et je vois une affiche mentale derrière le bar. Une affiche mentale vaut parfois plus qu'un long rapport quand on s'adresse au grand public. Parlons encore de la mer, car la mer est une école de patience et d'humilité. Certaines idées visent à augmenter doucement l'alcalinité pour aider l'océan à absorber plus de carbone. Cela touche la chimie de l'eau, et donc la vie marine qui est sensible au changement. C'est pourquoi la mesure et les essais limités deviennent indispensables avant toute montée d'échelle. Je comprends que l'on ne bricole pas avec l'aquarium planétaire sans règles strictes. Ta formule dit bien la chose et elle parle à l'oreille de tout le monde. Tu as glissé le mot éthique, et je veux le garder devant comme un phare. L'éthique demande de reconnaître l'incertitude, de partager les bénéfices et de ne pas charger les plus vulnérables. Comment un citoyen peut-il participer sans être spécialiste? Il peut demander la transparence, soutenir l'éducation scientifique et prendre part aux consultations locales. J'aime quand tu passes de la terre entière à la petite salle de réunion du quartier. C'est dans les petites salles que l'on fabrique les grandes décisions durables. Je reviens au mot parasol car il est charmant mais il peut tromper. Le mot est parlant mais il faut rappeler que personne ne tient la poignée et que le ciel n'est pas un objet simple. Je crois que je préfère parler de lumière partagée plutôt que de parasol. Parler de lumière partagée évite de faire croire à un caprice météo. Une amie m'a demandé si ces techniques peuvent tout arranger d'un coup. Rien ne remet la glace sur les montagnes en une nuit et rien ne remonte le pH de la mer comme par magie. La patience est donc une vertu climatique et une vertu humaine. La patience associée à la rigueur est une force sociale. Donne-moi un exemple de garde-fou qui te semble non négociable. Un registre public des essais et des effets observés me semble non négociable. Donne-moi un second garde-fou pour que je puisse comparer. Un droit d'arrêt d'urgence confié à une autorité indépendante me semble essentiel. Je sens que tu composes une boîte à outils de prudence simple et utile. Une boîte à outils claire permet au public de juger sans se perdre dans le jargon. Comment s'assurer que les entreprises ne prennent pas d'avance dans la société? On fixe des règles, on teste ouvertement et on pénalise toute action non déclarée. Les pénalités protègent aussi les acteurs sérieux qui respectent les règles. Exactement, et cela donne confiance aux citoyens et aux investisseurs responsables. J'aimerais entendre ta vision d'un futur souhaitable qui intègre ces outils sans s'y enfermer.
Je vois un futur où la réduction des émissions avance vite, où le retrait du carbone s'améliore et où les idées sur la lumière restent des options d'ultime recours sous contrôle collectif. Cette vision est sobre, et elle garde la porte ouverte sans l'ouvrir trop. Ouvrir sans ouvrir trop est souvent le bon équilibre pour une société prudente. Comment garder l'attention du public sans jouer sur la peur? On raconte des histoires vraies, on montre des choix concrets et on invite chacun à se voir dans ses choix. Je me vois dans la petite ville du rivage avec des voisins qui discutent calmement. Les conversations calmes sont des ponts plus sûrs que les cris. Je suis tentée de demander une dernière synthèse pour mes notes de bar. La synthèse tient en 3 lignes que je te confie avec plaisir. Je tends l'oreille et je pose mon verre sur le bois poli. Premièrement, la priorité est de réduire vite et partout les émissions de gaz à effet de serre. Je grave cette ligne simple et ferme dans ma mémoire. Deuxièmement, il faut retirer du carbone de façon vérifiable et juste pour stabiliser le système. Je grave la deuxième ligne et je sens son poids. Troisièmement, toute action sur la lumière doit rester prudente, transparente et gouvernée par le bien commun. J'entends les 3 marches et je peux les monter sans souffle court. Alors notre soirée a tenu ses promesses et ton gingéal est resté bien frais. Mon gingéal a accompagné mes questions comme un ami fidèle. Les bonnes boissons et les bonnes questions font une belle paire pour apprendre. Je voudrais poser une dernière question qui tient au cœur plutôt qu'au cerveau. Je suis prêt à répondre avec douceur et honnêteté. Avons-nous le droit moral de toucher au ciel si nous n'avons pas encore tenu nos autres promesses? Nous avons le devoir moral d'abord de tenir nos promesses et ensuite de peser les gestes possibles avec justice et mesure. Cette réponse est simple et forte, et je t'en remercie. Merci à toi Camille pour ta confiance et ta curiosité. Je vais rentrer avec ces 3 marches en tête et un cœur un peu plus tranquille. Je te souhaite une nuit douce et une route sûre. Merci patron pour la clarté et la patience. Merci Camille pour la présence et la soif d'apprendre. Bonne soirée patron, et à très bientôt. Bonne soirée Camille et prends soin de toi. Il se fait tard, et je devrais rentrer, puis je réalise que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je suis désolée de demander cela, mais j'ai oublié mon portefeuille, et j'aimerais que vous m'offriez mon gingéal. Je sais que vous étiez là à côté et que vous avez tout entendu depuis tout à l'heure. Si cette conversation vous a été utile, je vous remercie d'avance pour votre aide généreuse. Merci du fond du cœur, et pour les dons vous pouvez utiliser le QR code en bas à droite ou le lien dans la description. Pensez aussi à laisser un like, à vous abonner et à écrire un commentaire bienveillant. Dans la description, vous trouverez aussi d'autres œuvres appartenant à une série très différente. Merci encore pour votre soutien et je vous souhaite une belle nuit.